Bonjour à Bonjour. tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une suite à la vidéo précédente intitulée Apprivoiser nos émotions, les ressentir corporellement et les nommer. Alors, dans le processus de pacification de nos émotions, la première étape consistait à ressentir corporellement l'émotion et à la nommer. Puis, une fois que l'étape du ressenti physique est traversée, c'est le moment de passer à l'étape 2, le temps de l'analyse. Nous avions vu que l'émotion était une alliée, elle pouvait être un warning qui nous indique que certains de nos besoins psychiques ne sont pas satisfaits. Alors pour introduire cette séquence, je vous propose de retrouver notre athlète Gauthier Simounet qui nous parle de sa pratique. Rebonjour, donc pour faire suite à la première vidéo sur les émotions, voilà, je voulais vous expliquer comment je faisais pour travailler justement avec ces ressentis, puisque comme je vous l'avais dit, une fois que j'étais en compétition, je nommais cette émotion pour justement qu'elle ne soit pas un blocage ou un handicap pour la performance. Mais une fois la compétition finie, avec mon entourage qui travaillait avec moi, on faisait des petits exercices pour justement bien comprendre et bien pouvoir vivre avec ses émotions. Il y avait une technique de respiration, la respiration par le ventre, où je prenais quelques minutes pour bien gérer l'émotion qui arrivait en période de stress ou de déception. Et aussi, ça m'arrivait de méditer. Voilà, chose que pendant le confinement, on a largement le temps de faire. Donc, essayez et vous nous en direz des nouvelles si ça marche. Allez, à bientôt. Alors Céline, qu'est-ce que mon émotion peut me dire de mon besoin psychologique insatisfait? Alors, commençons par l'émotion la plus répandue, la peur, avec son cortège, l'angoisse, l'anxiété, l'appréhension. La peur me renseigne sur la perception d'un risque, sur la perception d'un danger. Et face à la peur, mon besoin psychologique est celui de retrouver une certaine sécurité, de retrouver une protection. Dans le registre de la peur, on parle d'anxiété, de plus en plus d'anxiété chronique, souvent liée à un manque de confiance en soi, un manque de confiance en la vie et en des projections liées à des projections, on va dire, négatives, pessimistes de l'avenir. Alors, comment je vais retrouver ma sécurité intérieure quand je suis prise dans la peur? Eh bien, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, je me laisse traverser par cette émotion, je la ressens corporellement, je ne lutte pas contre et je vais la nommer. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire ce pas de côté, je marque un état séparateur pour faire un détour vers la conscience, vers l'analyse. C'est le temps de l'analyse. Du coup, Céline, comment on peut faire pour passer justement à cette étape d'analyse? Est-ce que tu as un truc, une technique simple? Oui, on n'a pas de baguette magique, mais la technique la plus simple consiste à se poser des questions, se questionner soi-même, se proposer un questionnement pertinent face au miroir ou pas, avec des questions du type à quoi me sert cette peur? Voilà. Quelle est son utilité et quel est réellement le danger que j'essaie, vis-à-vis duquel j'essaie de me protéger? Il y a une autre question intéressante, c'est est-ce que cette peur est rationnelle? Il y a un réel danger en face de moi ou est-ce qu'elle est basée sur des projections, on va dire, irrationnelles? Voilà. Et enfin, une question qui est essentielle, on est souvent son propre laboratoire quand on est psy. Moi, celle que j'aime me poser, c'est à quoi ça me sert de me faire peur? Voilà. Et quel en est le bénéfice secondaire? Voilà, on peut exceller dans cette capacité à se faire peur. Voilà quelques questions pour reprendre du recul et tenter de retrouver un peu d'apaisement. Puis on a le temps en ce moment, pendant le confinement, de se poser un peu des En questions. ce moment, on a plus de temps. Une autre émotion répandue, la colère. La colère qui pollue nos relations humaines. Quel est le besoin à satisfaire derrière cette émotion, Cyril, derrière la colère? La colère est souvent ressentie face à la perception d'une injustice, d'un manque de respect, d'un manque d'équité, Oui, de légitimité aussi, de reconnaissance. connaissance. C'est aussi lorsque j'ai le sentiment que mes valeurs profondes sont bafouées. Alors, à ce moment-là, quel est mon besoin? En règle générale, le besoin qui est derrière tout ça, c'est d'être écouté, entendu, pris davantage en considération. Euh, alors, pour répondre concrètement à cette question, comment je peux renouer avec l'apaisement? Oui. Je pense qu'une fois après avoir pris le temps de ressentir cette colère monter, il
faut absolument que je m'oblige à marquer un temps d'arrêt. Pour sortir de la relation. Je quitte la relation, je m'isole. Mhm. Et puis, comme tu l'as dit, par exemple, se mettre face à un miroir et se poser des questions comme on a fait ou comme tu nous l'as présenté avec la peur. Alors, des questions du type pourquoi ai-je besoin d'être agressif pour m'affirmer? Ou qu'est-ce que je risque à dire les choses plus simplement? Plus calmement. Est-ce que je me sens moi-même légitime ou est-ce que j'ai un problème avec l'estime de soi? Oui. Qu'est-ce que j'ai encore besoin de trouver? Enfin, voilà, ce sont quelques exemples, hein, mais autant de questions qui vont me permettre quand même de revisiter l'émotion plus calmement, de me faire un recadrage de sens et donc d'apaiser petit à petit l'émotion. Alors on a vu la peur, on a vu la colère, je pense quand même qu'il y a aussi une troisième émotion qui affecte notre bien-être, c'est la tristesse. Oui, la tristesse, effectivement, est ressentie face au sentiment de perte. La perte d'un être cher, hein, la tristesse, c'est légitime, le fait de faire un deuil. La perte d'un travail, de quelque chose à quoi on tient, la perte d'un espoir aussi, une projection positive vers l'avenir, la perte d'une illusion dans le travail. J'observe pas mal de personnes qui ont perdu l'illusion du devoir accomplir ou de la reconnaissance ou du sentiment d'être important dans une organisation. Dans la vie conjugale aussi, on peut perdre ses illusions. On peut perdre aussi les repères du passé et c'est pour ça qu'on résiste au changement. En tout cas, le besoin derrière ce sentiment de perte est un besoin d'être consolé, d'être réconforté, d'être rassuré. Si cette tristesse s'installe, si cette mélancolie s'installe, on peut aller vers l'état dépressif. Et là, du coup, il est peut-être utile d'aller chercher l'aide d'un professionnel. Sinon, tout seul, vous pouvez vous inspirer d'un modèle assez répandu, qui est le modèle de la courbe de deuil, développé par une psychologue américaine, Elisabeth Kubler-Ross, qui s'est occupée de patients en phase terminale. Vous retrouverez ce modèle facilement sur Internet. Simplement, juste prenez le temps de traverser, de contacter le sentiment de tristesse ou de dépression. Le processus de réparation est un processus long. Vraiment patienter pour que la réparation soit faite en profondeur. Il y a aussi un point essentiel qu'il faut aborder, c'est qu'il est vraiment important de ne pas s'identifier à son émotion, je pense. Oui, c'est important de se rappeler que je ne suis pas l'émotion qui me traverse. J'ai la capacité d'agir sur elle. Par exemple, on fait l'erreur en disant « je suis un éternel anxieux ». Donc, ça veut dire qu'on s'identifie à cette émotion et on considère que notre être se réduit à l'anxiété, alors qu'il est plus intéressant de dire, face à des situations professionnelles délicates ou face, je ne sais pas moi, une difficulté, je peux éprouver de l'anxiété. De même pour la colère. Certaines personnes se on ne dit pas « je suis colérique ». Voilà, avec ce type d'affirmations qui sont des affirmations négatives, on va plutôt dire face à l'injustice ou face à l'irrespect, je peux ressentir de la colère. Voilà. Restez vigilants sur ce dialogue interne qu'on nourrit avec soi-même. Pourquoi? Parce que je pense que notre inconscient nous écoute et adhère à nos croyances. Oui. Il crée ce que l'on pense, il crée ce que l'on formule. Nous sommes les propres créateurs de notre réalité, de notre vécu. Et même lorsque nous ne pouvons pas exercer un contrôle sur ce qui se passe, je pense que ça serait important de se mettre au défi de contrôler la façon dont nous réagissons face à ce qui se passe. Ouais. Pas simple comme programme, mais en effet essentiel. Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Alors, première étape, ressentir corporellement et nommer l'émotion. Deuxième étape, analyser pour prendre du recul, comprendre le besoin à satisfaire derrière cette émotion. Troisième étape, quelques actions utiles. Il est toujours intéressant de passer à l'acte, poser des actions, agir. Alors, de plusieurs façons on peut agir quand on est traversé par les émotions. On vous en propose au moins 3, mais il y en a sans doute d'autres et vous en trouverez d'autres dans votre vécu. La première action, c'est certainement d'extérioriser l'émotion désagréable. Se libérer par l'extériorisation pour calmer cette tempête intérieure. On a tendance à dire, nous coachs et psychologues, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors, à nouveau, la technique du miroir, toujours avec bienveillance, un dialogue avec soi-même. On peut aussi parler à sa propre peur, intéressant. Position de perception, la peur est en face, tu vois, ça peut, voilà. On va sortir dans un drôle d'état de ce confinement. Oui, pourquoi pas. À force de se parler soi-même. Pourquoi pas. S'imaginer aussi, peut-être parler à celui qui nous a fait du tort. Négligez pas la puissance de l'imagination quand
s'expliquer avec celui avec qui on est en conflit n'est pas possible ou c'est trop tôt. Voilà, le faire en imagination. L'écriture aussi, c'est un formidable exutoire. Pouvoir s'écrire, Mettre des mots sur mettre des mots. sur des mots, poser ça sur une page blanche, c'est retrouver de la clarté. Et puis c'est se départir de la rumination mentale. La décharge physique aussi, c'est important. Comme frapper sur un coussin ou l'activité sportive, hein, bien sûr, permettent de baisser notre intensité émotionnelle. Un autre point, enfin une autre clé très importante qui a été citée par Gauthier en introduction, c'est la respiration. La respiration. Elle est essentielle à ces moments-là. Hein. D'ailleurs, Gauthier nous incite dans sa vidéo à pratiquer ce qu'on appelle la respiration ventrale. On peut aussi utiliser ce que David Servan-Schreiber nommait la cohérence cardiaque. Alors, pour faire simple, il s'agit simplement par la respiration profonde de baisser la fréquence cardiaque et moduler la variabilité cardiaque. Mais vous trouverez sur les réseaux sociaux des vidéos très explicites sur cette pratique. De très bons programmes. Alors, première façon de faire, extérioriser avec les multiples possibilités qu'on a évoquées là, mais il y en a bien d'autres, à vous de trouver ce qui vous convient. Deuxième façon d'agir, c'est aussi partager. Voilà, l'action positive du partage, oser s'exprimer, oser dire à l'autre, oser dire son ressenti. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. Et sans tomber dans le tu accusateur, hein, cette fameuse communication klaxon, tu me mets en colère, tu me fais de la peine, tu m'agaces. Voilà, on va plutôt décider, c'est vraiment une décision qu'on prend avec soi-même, de quitter la posture de la victime pour garder la responsabilité de son émotion, pour garder la responsabilité de son ressenti. Donc je vais plutôt formuler mon émotion en disant, quand j'observe cela, quand j'entends cela, ou face à telle situation, voilà moi ce que je ressens. Hein. Donc, oser dire son émotion à l'autre, c'est du coup quitter son isolement émotionnel, c'est donner à l'autre la possibilité de comprendre, de saisir, parce que l'autre n'est pas moi et je ne suis pas l'autre. Et du coup, c'est un acte positif pour la relation et c'est un acte positif pour la réconciliation avec soi et avec et en parlant de positif, un éternel basique sur lequel on s'appuie en préparation mentale, c'est la pratique disciplinée et régulière pour produire des pensées positives. À ce propos, dans une précédente vidéo qui est intitulée « L'impact des pensées positives sur notre comportement », nous avions présenté le ratio de Losada. Alors pour rappel, ce ratio, le ratio optimal incite à développer 3 pensées positives pour une négative, et ce qui nous permet de nous rapprocher d'un résultat optimal. Alors, pour clôturer ensemble, nous pouvons retenir que nos émotions sont des états passagers, nos émotions nous donnent matière à agir. À tout moment, notre paysage émotionnel peut évoluer, nous ne sommes pas condamnés à vivre de l'anxiété, à vivre dans la peur ou la mélancolie. Un petit training. On a le temps en ce moment, on a le temps de s'entraîner puisque voilà. Et tu vas nous proposer quelque chose, je suppose. À vous de voir si ça vous intéresse, si ça vous parle. Le chronomètre des émotions, voilà le petit training qu'on vous propose. La prochaine situation déplaisante que vous aurez à traverser, tristesse, colère, peur, agacement, frustration. Votre défi sera de vous entraîner à ce chronomètre des émotions. L'exercice consiste à vous donner l'objectif, c'est un contrat moral que vous passez avec vous-même, de réduire le temps entre le déclenchement de l'émotion, sa fulgurance, le point le plus haut, et le retour au calme, en pratiquant régulièrement, c'est de la discipline, les 3 étapes, c'est-à-dire je conscientise dans mon corps, j'analyse le besoin à satisfaire derrière, 3, je pose les actions qu'on vous propose, et ainsi vous allez observer que rapidement cette stabilité émotionnelle et que cette lucidité reviendra de plus en plus vite. Mais juste une parenthèse, ça demande beaucoup de discipline et de la pratique répétée. Gardons en tête qu'en moyenne, nous avons besoin d'une période de 3 semaines à 1 mois, pour ancrer de nouvelles habitudes et de nouveaux réflexes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on termine en retrouvant les témoignages de sportifs et d'entraîneurs qui, eux, ont appris et apprennent et continuent à composer avec leurs émotions. Salut, c'est Fanny Gibert, je suis athlète professionnelle en escalade et je suis numéro 3 mondial.
Donc dans la vie de sportif de haut niveau, il y a beaucoup d'émotions et c'est important de réussir à les gérer. Donc pour ma part, j'ai longtemps essayé de, quand une émotion négative arrivait, d'essayer de la minimiser, de la cacher, de la stopper et d'essayer de mettre autre chose par-dessus. Donc quand c'est une petite émotion pas trop forte, ça peut marcher, mais quand c'est une émotion forte, ça marche pas du tout. Donc maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est quand je sens quelque chose de très fort arriver et de négatif, que ce soit de la peur, de l'angoisse, de la colère, j'essaye de le laisser venir, de l'accepter, de le ressentir. Et après, dans un deuxième temps, j'essaye de l'identifier, de savoir si c'est justement de la peur, de la colère, quelle émotion, à quelle émotion ça correspond. Et ensuite, d'essayer de savoir pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce que je ressens ça, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, d'où ça vient. Et une fois que j'ai fait ce processus, déjà l'émotion elle commence à s'atténuer et je retrouve un peu de lucidité. Et des fois ça suffit à juste passer à autre chose, balayer cette émotion et aller dans une autre direction, donc vers une émotion plus positive. Et c'est vraiment primordial pour moi parce que si je me laisse emporter par mes émotions, ça me bloque dans ce que je suis en train de faire, que ce soit une compétition où il faut que je sois à 100% dans l'instant présent, ou dans un entraînement où il faut que je sois à 100% de mes capacités. Donc réussir à gérer mes émotions, c'est une problématique de tous les jours.